Les amis, bonjour, bienvenue dans notre petit magasin MX Shop Moto. On est dans une petite vidéo très sympathique, les amis, où on va vous parler d'un sujet important. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse, bande de fumier, qui est les impôts. Alors pourquoi je fais ça dans ce petit magasin de moto, les amis? Pour la simple et bonne raison qu'on va refaire une petite vidéo, je pense, bientôt, sur les bilans qu'on fait sur nos boîtes. J'ai tout filmé. Ici, j'ai filmé quand on a lancé le magasin, j'ai filmé quand on a fait un premier bilan. Je vous ai parlé de chiffre d'affaires, et puis il y a eu une phase un peu compliquée pour nous, où je vous ai expliqué qu'on était à deux doigts de couler la boîte. Alors, après, il y a le côté challenge qui prend le dessus de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que évidemment, je remets au pot, comme on dit. On vient à la rescousse, on remet du gasoil dans le réservoir, et puis c'est reparti. Mais c'est pas ça le but. Le but de créer une entreprise, c'est pas de faire un truc déficitaire, et vu que parce que je gagne bien ma vie à côté, je refous au pot, et puis voilà. L'idée, c'est de faire une boîte qui s'autogère, qui s'autofinance, qui va générer ses propres profits, pouvoir payer les gens, pouvoir créer de la valeur, c'est-à-dire payer un bâtiment, payer du stock, rembourser des apports en compte courant. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, le gros avantage d'avoir déjà fait 2-3 petits trucs sur YouTube avant, c'est que j'ai pu faire des apports en compte courant, c'est-à-dire que je n'ai pas financé via une banque le fait de payer la peinture noire qui est ici par exemple. Le plafond qui est peint en noir, vous voyez, il y a des treuils. Il y a des treuils pour soutenir toutes les motos, le fait d'acheter du stock de motos, d'acheter des rayons, tout ça, ça a coûté de l'argent avant d'ouvrir et de pouvoir générer le moindre centime à vendre des motos. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est que soit on commence tout doucement dans son garage et puis on prend un bout de local un peu plus grand et puis on bidouille le dimanche, comme beaucoup font, comme j'ai fait moi au début évidemment, pas forcément dans le même secteur. L'avantage, c'est que ayant déjà gagné 2-3 sous avec YouTube à l'époque, j'ai pu mettre 80 000 euros, 100 000 euros, parce que ça va très vite, hein. Là tu vois, rien que toute la peinture ici, il y en a eu pour 30 000 balles, acheter un peu de stock, acheter des motos, etc. Évidemment, les fournisseurs ne font pas crédit, donc il a fallu trouver de l'argent. Donc soit tu as recours à une banque, où tu lances ton projet, et moi j'ai eu recours à ma holding, donc la société mère qui détient mes sociétés immobilières, mes sociétés d'exploitation, etc. Et donc c'est cette holding qui a prêté de l'argent à MX Shop qui se lance et qui a dit le jour où tu gagneras assez d'argent, tu me rembourseras. Voilà comment ça fonctionne. Et donc quand tu arrives à un moment donné où ta boîte perd de l'argent, là c'est très compliqué parce que non seulement tu peux pas rembourser la holding ou la banque qui t'a prêté de l'argent, donc là tu peux vite aller vers une liquidation judiciaire pour impayé, parce que tu rembourses plus la banque. Là c'est entre guillemets la société de Lucien qui rembourse plus. C'est moins grave, je suis pas en litige avec moi-même, mais t'arrives quand même à un souci où il faut redresser la pente. On a mis plein de stratégies en place, on a changé plein de choses, on a redressé la pente en seulement un an. En un an, on a fait changer le taux de chute d'environ 250 000 euros, 230 000 euros à peu près. Donc c'est très beau d'avoir fait ça, franchement, on est très content. Donc il y a eu plein de stratégies différentes que j'ai mis en place, qui a fonctionné, je suis très content. Et parce qu'il y a une équipe de dingue. Et voilà, c'est des stratégies que j'ai mis en place avec les gens qui sont autour de moi. Et grâce à un taf de dingue qui a été fait, pour pouvoir changer la tendance, donc de passer du négatif au positif avec quand même un delta de 230 000 euros. C'est très beau. Et donc maintenant que cette petite boîte commence à ne plus perdre d'argent et qui donc va commencer à en gagner très peu, mais quand même en gagner quand même, je vais faire ce qu'on appelle des remboursements d'apports en compte courant. Ça veut dire que les apports en compte courant, la société mère holding, elle a prêté de l'argent à MX Shop, et maintenant que MX Shop va pouvoir générer un petit peu de bénéfices, elle va pouvoir se dire je rembourse, je sais pas, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, ça peut être 1 million d'euros, ça dépend des sociétés, ça dépend des chiffres, ça dépend de ce qui est prévu dès le départ. Et donc là, MX Shop va commencer tous les mois à remonter un petit peu de sous en disant je rembourse ma dette que j'ai envers la holding de Lucien pour commencer à rembourser le premier stock d'époque de motos, pour commencer à payer la peinture qui est sur les murs et vraiment rendre cette société totalement indépendante et de se dire c'est cool, ce challenge il a été de lancer un truc de zéro et aujourd'hui cette boîte elle paye ses dettes, elle les rembourse même. Donc c'est aussi intéressant de le dire parce que moi j'ai jamais, de toute façon vous savez comment je suis, j'ai jamais fait le mec, mais ça montre aussi que c'est pas parce que t'as 2 millions de personnes qui suivent, des gens engagés, parce que les gens me font confiance, vous me faites confiance. Quand je fais un concours, vous savez que c'est des vraies voitures, que c'est des vrais gagnants. Quand vous venez au magasin, vous savez que c'est pas des motos volées, même si ça nous est arrivé une fois mais on n'était pas au courant. Ça nous est arrivé une fois d'avoir un troupeau de gendarmes qui arrivait en disant les Lilon, elle est volée la bécane qui est là. En fait, on avait racheté une moto volée, donc ça arrive. Mais vous savez que c'est des motos qui sont normalement pas volées. Vous savez que c'est un magasin, qu'on n'a pas fait un truc pour faire bien sur YouTube et ça dure 6 mois. Moi, j'essaye de me projeter dans des vrais trucs et de faire des choses sur le long terme. Quand je fais une vidéo où je mets des turbos sur mon tank, on l'a fait il y a un moment. Aujourd'hui, quand je vais faire du tank, il fonctionne avec 2 turbos. Tu vois, j'ai pas fait une vidéo avec un truc factice. J'ai pas monté un magasin pour dire j'ai lancé un projet. Tu vois, je suis pas un lanceur de projet. J'essaye de faire des trucs et les emmener à 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans. Tu vois,
ma boîte d'airsoft, c'est pareil. On est passé aussi par des étapes compliquées et je trouve que c'est intéressant de le dire parce que c'est pas parce qu'il y a Internet, c'est pas parce qu'il y a YouTube, c'est pas parce qu'il y a tout ce que je fais autour que c'est facile. Et même moi, hein, tu regardes quelqu'un sur Internet qui fait un peu ce que je fais, tu te dis bon bah comment ça sa boîte elle va couler, c'est pas possible, tu vois, il a qu'à faire une vidéo sur YouTube et puis il vend 15 motos. Mais c'est pas forcément évident, il faut aussi attirer le sérieux, il faut séduire les gens qui font du cross. Tous les gens qui font du cross ne me suivent pas, tous les gens qui font du cross ne m'aiment pas forcément. Donc il faut attirer cette clientèle aussi par le sérieux, les tarifs et faire en sorte que ça se passe bien. Donc c'est ça qu'on a fait les amis. Et je pense qu'une petite vidéo bilan, alors l'intro elle est très longue, hein, mais je trouve ça cool d'expliquer comme ça un petit peu en détail. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous dire de vous abonner. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous parler des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et c'est important de vous abonner les amis, on est bientôt 600 000 sur la chaîne, ça paraît incroyable. Allez, retour à la vidéo. Et donc cette vidéo bilan elle peut être intéressante parce qu'on est dans cette nouvelle année où pour la première fois on va générer nos premiers bénéfices en ayant totalement remboursé la dette de la boîte. L'argent qu'on perdait, on a quand même remboursé 230 000 euros. Sans apport de trésorerie, tout ça, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est pour ça, le challenge, il est uniquement avec la trésorerie de la boîte. C'est vraiment comme si cette boîte était indépendante et qu'on se débrouillait sans l'aide du groupe. Tu vois, c'est ça qui est important. Alors évidemment, il y a l'aide d'Internet, je l'aurais pas fait sur Internet. Alors après, il y a des raisonnements avantageux pour certaines boîtes. Je pense à un exemple, c'est ça l'avantage d'avoir plusieurs sociétés. C'est que par exemple, c'est ma holding, où est salarié le groupe de comptabilité qui est au château. Et cette boîte-là, des fois, pour favoriser un petit peu dans la limite du légal, tu vas peut-être un poil surfacturer tes honoraires de gestion comptable, des choses comme ça. Par exemple, toutes mes boîtes, le but c'est de faire remonter un maximum d'argent dans la holding. Et donc l'avantage en faisant des choses comme ça, c'est que tu as des remontées de trésorerie qui sont beaucoup moins imposées. Donc ce qui est important, c'est souvent de faire des prestats un poil chers. Quand tu as une boîte qui fait un peu de marge. Une société qui fait un peu de marge, qui fonctionne pas trop mal, c'est bien de lui faire payer un peu cher les moments que les comptables vont passer dessus pour la faire tourner, quoi. Donc c'est ça qu'on fait. Mais c'est très loin de ce que vous avez l'habitude de voir, les amis. C'est pour ça que j'aime bien rappeler ça, parce que c'est pas en claquant des doigts, parce que je suis un peu connu, parce qu'il y a Internet et tout ça. C'est pas, c'est du vrai taf derrière. Et l'avantage, c'est qu'ici, j'ai rien à vendre. J'ai rien à vous prouver, j'ai rien, tu vois, je m'en fous, quoi. Je suis fort, je suis pas fort. Il y a des gens qui auraient fait 10 fois mieux que moi, il y a des gens qui auraient franchisé mon magasin de moto, il y a des gens qui en auraient ouvert 15. Et voilà, moi je préfère faire un truc bien propre, bien clair, et puis je suis pas aussi fort que les autres. Comme je te dis, il y a des gens qui auraient fait des franchises. Moi je préfère avoir des beaux bilans, avoir une belle boîte, que ce soit bien propre, que ce soit bien structuré, avoir une vraie clientèle. Et ensuite je réfléchirais peut-être à faire des franchises. Je le ferai pas pour la moto, parce que c'est pas un secteur. Tu vas vendre quoi à un franchisé? Je vais lui prendre une redevance, je vais lui vendre le nom de ma boîte, et lui derrière il va avoir une marge horrible, parce que je serai obligé d'être quasiment son fournisseur. Et aujourd'hui les motos t'as pas de marge, donc ce serait hypocrite et ce serait, enfin ça me ressemble pas de faire ça. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui tous les gens qui font des franchises, il n'y a pas que des gens honnêtes. T'as aussi des gens qui te vendent un droit d'entrée, une redevance mensuelle, et puis ça dure jusqu'à ce que tu coules ta boîte. Et puis quand tu coules ta boîte, en attendant, ce mec-là il l'a fait 10 fois, il s'est enrichi. Mais il y a aussi des gens qui le font très bien. C'est très compliqué, hein. Moi j'ai rencontré des entrepreneurs qui sont super, qui ont franchisé des boulangeries, qui ont franchisé des boîtes de bagnoles, qui ont franchisé des trucs de ouf, et c'est très fort de faire ça. Et franchement moi respect à ces gens-là qui arrivent à bâtir des empires avec soit le système de concession, le système de franchise. Je trouve ça extraordinaire. Moi aujourd'hui j'essaie déjà de faire vivre mes petites boîtes à moi, et puis après pourquoi pas un jour sur des choses où il y a l'éventualité d'avoir des boîtes rentables, parce que si tu veux faire un truc cool, t'en ouvres 50. Mais sur les 50, si dans 3 ans il en reste plus que 10, bah oui, t'as fait très fort pendant 5 ans ou pendant 3 ans. Et puis bah, l'avantage c'est celui qui les vend, les franchises, hein, parce que je te dis, l'argent elle tombe après, si ça continue ou ça continue pas, t'en fous, toi t'as fait ton oseille. Mais moi faire des one shots comme ça, c'est pas ça que je veux faire. Et j'ai peut-être 2-3 projets comme ça, un jour je vous en parlerai. Quand je vois des petites pépites comme ça me déconcentre. Quand je vois une petite KX comme ça, les amis, la belle RM, là on a pas mal de motos vintage qu'on a rénovées, qui sont des super bécanes, on a tout refait. Quand tu vois les parties de châssis, etc. Alors soit t'es dans le vintage, mais un peu atypique avec des couleurs, des choses qui changent, qui sont pas d'origine, soit on essaye de remonter des bécanes comme celle-ci, où là c'est du full d'orige, et là attention c'est caviar.
Et donc c'est pour ça que je pense on va refaire un petit point, parce que vous savez que j'ai toujours été transparent. Alors quand c'est cool et qu'on gagne des sous, tout le monde est content, mais quand la boîte elle a deux doigts de couler, je vous fais quand même des points bilan. Parce que mon idée de faire sur cette chaîne YouTube, mon idée c'est de partager, de montrer et d'essayer que les gens puissent s'enrichir des erreurs que j'ai fait ou des petites choses qu'on a réussi à éviter ou de justement quand on a réussi quelque chose. Je vous montre un dernier truc qui est quand même incroyable. Regardez-moi ces belles petites Honda QR50. D'ailleurs il y a plein de gens qui nous ont mis merci Weedyful, mais non c'est même pas Weedyful qui nous les a vendus les amis. Et on a vu qu'il avait importé un conteneur, enfin qu'il avait fait venir des motos du Japon. Et nous c'est vrai que c'est rare d'avoir des petites pépites comme ça, mais non ce n'est pas lui qu'on les a achetées. On a aussi à côté une moto qui est très jolie, une 2013, une 50 CRF de 2013. C'est l'évolution du QR. Ça c'est vraiment des petites motos oh là là, ça aussi comment que c'est beau, regarde. C'est magnifique. J'imagine que des pépites comme ça du Japon, il y en a plein. Et justement, c'est pour ça que Weedyful, il s'est fait un vrai kiff à se ramener des bécanes. Je pense qu'il va aussi en ramener pour son frère qui va faire des restos. D'ailleurs, il a fait un booster. Grosse dédicace à notre ami TCQR, les amis, qui nous fait des belles petites vidéos et qui est très sympa. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est sérieux. Il est en train de percer bien comme il faut là, avec des belles vidéos. Et on sent qu'il est passionné, on sent que ça se développe. Je suis trop content pour lui et pour toute son équipe, bien sûr. Je suis content parce que les gens le kiffent, les gens ont envie de voir la suite et tout. Et ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui mérite, vraiment. Et je peux vous dire qu'il y en a que je connais de loin ou de près et qui méritent pas plus que ça. Et donc ça fait plaisir de voir des gens très sympathiques, très cool, faire un vrai beau chemin sur Internet. Oh, regardez ça, les petites bécanes, 112 Kawasaki, des Fantic, des YZ9. Là-bas, on a des Honda. On a aussi toute la gamme YCF, mini, électrique, 50. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Super motard, regardez ça, la moto boiserie au catalogue Honda, les amis. Au catalogue Honda. Tiens, regarde l'atelier. Regardez-moi, les amis, ce bel atelier. Regardez ça, les belles YZ, les gars, avec les beaux carénages d'époque, les beaux carénages qui ont de la gueule, qui sont vraiment sympas. Je trouve que ces années-là, c'est vraiment les belles années des belles YZ, quoi. Quand tu sortais une belle YZ comme ça, c'était vraiment genre la vraie folie, tu vois. Je trouve ça incroyable. Une belle Honda aussi. Oh là là. Oh, quand tu sortais un CRF comme ça à l'époque, c'était quelque chose, les gars. Incroyable. Donc là, de ce bel atelier, les amis, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos d'avant, on a refait tout notre bel atelier avec Sodiz, qui nous a fait vraiment du mobilier sur mesure, tu vois, avec toutes nos petites boîtes, les macarons de Lulu, notre boîte d'Airsoft, le jaboisson, tous les rangements, tous les trucs, pour pouvoir bosser, ouvrir des moteurs, faire tout ce qu'on a à faire ici, c'est magnifique. Merci encore à eux. Dans cette petite vidéo, les amis, c'était cool de la faire au magasin de motos, ce que je trouvais intéressant de revenir justement sur le fait que c'est pas parce que t'es sur internet que tout est facile. Et je suis content parce qu'aussi on redresse la pente et on n'a pas triché, quoi. Merci à vous. Encore une fois, c'est aussi grâce à vous parce que même si on a beaucoup bossé, c'est quand même ma communauté au départ qui me fait confiance. C'est au départ ma communauté qui vient et qui achète mes motos. Puis après, on se fait un nom. Et puis ensuite, il y a des gens qui viennent là, qui me croisent, ils savent pas qui je suis. Et ça c'est cool parce que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps dans mon magasin d'Airsoft où il y a un mec qui m'a dit oh, ils sont sympas les patrons ici et tout. Oh, il y en a un peu bizarre et tout. Et en fait, il parlait des gars qui sont au magasin, qui gèrent et qui vendent. Et donc, il y a des gens, ils savaient pas du tout que c'était ma boîte. Et je suis content parce que le mec me reconnaît, mais il me connaît vite fait d'internet, mais de loin. Et il me dit ah, c'est sympa ce magasin, tu viens souvent et tout. Je dis oh, ouais, je passe, tu vois. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, sur mon propre terrain d'Airsoft, un jour, il y avait quelqu'un qui était là, qui savait que je faisais des vidéos, mais qui savait pas qu'il était chez moi. Donc, il y a vraiment des gens qui me connaissent de près, qui connaissent toute ma vie. Et il y a des gens qui suivent le truc de très loin et qui ont même pas, c'est-à-dire que les gens qui sont venus faire de l'airsoft lui ont même pas dit c'est le terrain de Lulu, c'est la boiserie machin. Ils sont venus en groupe et il y en a un dans le groupe qui me connaissait. Ça paraît incroyable, mais c'est arrivé. Mais d'un autre côté, c'est quand même c'est une petite satisfaction pour moi de me dire qu'il y a des gens dans mon magasin qui me connaissent pas, parce que tout ne repose pas sur ma communauté, sur YouTube, etc. Même si ça en dépend quand même, faut dire la vérité. Je trouve ça très cool. Donc merci encore une fois à tous ces clients, tous ces gens qui me font confiance. On est à fond dans le truc, on essaye des stratégies, on essaye des choses. J'essaye de me renseigner, de me former, d'écouter des gens. Il y a encore 5 minutes, non, il y a plus que 5 minutes, j'exagère, mais il y a une grosse demi-heure, j'étais encore avec quelqu'un qui m'aide pour comprendre des stratégies, pour avoir des visions extérieures, etc. sur l'ensemble de mes entreprises. Ça me passionne, donc j'ai envie aussi de le partager avec vous. Et donc dites-moi si vous voulez une vidéo bilan des Mix Shop pour voir comment on est passé de la catastrophe à, on va dire, on a sauvé les murs. Ouais, 2-3 briques qui sont tombées, mais le principal est là. Maintenant, ce que j'ai fait, parce que là, c'est vrai qu'il y a des rapprochements, c'est intéressant, parce que quand tu vois, quand t'as une boîte qui va pas trop bien, et que tu te rends compte que t'as des milliers d'euros qui passent dans les impôts, tu te dis, bon, c'est pas pour faire le bon bourgeois de l'époque, de Louis XVI, les amis, qui se plaint alors qu'il a déjà des privilèges de payer des impôts. Ah oui, est-ce que c'est un privilège? Je sais pas. J'ai pas envie de faire de politique,
j'ai pas envie de faire le pauvre malheureux Lucien et j'ai pas envie de faire le mec qui a de l'oseille. Pour moi, ça reste quand même un privilège. Oui, on a de la chance, on est dans un pays où on peut entreprendre, où on a le droit d'entreprendre. Oui, il y a des impôts. Oui, ça fait chier parce que c'est à un moment donné, quand tu gagnes pas mal d'argent, bah, tu payes beaucoup d'impôts et on retient très souvent le fait de payer beaucoup d'impôts. Mais si tu payes beaucoup d'impôts, c'est qu'en face, tu gagnes quand même aussi de l'oseille. Mais il y a un truc quand même qui est des fois pas très bien corrélé et c'est ça qui est intéressant de surligner. C'est que quand tu payes des fois beaucoup d'impôts sur des gros chiffres, selon les structures juridiques, selon la fiscalité de ce que tu peux faire, des fois c'est disproportionné. Pourquoi ? Parce qu'une boîte qui a énormément de marge, elle va payer parfois des impôts sur une optimisation, c'est-à-dire elle va payer des impôts quand ta boîte elle fait beaucoup de marge, des fois c'est dur d'optimiser et redescendre par exemple l'indice sur lequel tu es imposé. Il y a des boîtes qui mettent des stratégies très puissantes en place pour diminuer ça au minimum. Donc si tu veux, ta boîte, elle a beau être grosse comme ça, ta société, ton but, ça va être de réduire l'indice sur lequel tu vas être imposé. Peu importe la taille de la société. Ça veut dire que des fois, ton indice qui est gros comme ça, sur lequel tu as payé une part d'impôt société, l'IS, qui est à 25%, bah des fois, ça va être une boîte qui va être grosse comme ça. Puis des fois, c'est une boîte qui va être grosse comme ça. Alors quand tu arrives à drainer un gros chiffre d'affaires et que tu as une imposition en face, c'est bien si tu as de la marge, mais il y a des gens qui ont très peu de marge et qui ont un système juridique, une façon de fonctionner qui n'est pas intéressante. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je pense à des gens qui sont boulangers, qui font des heures. En fait, c'est un ensemble. Il faut pas voir en disant, parce que moi je vois déjà quand je parle de ça, il y a des gens dans mes vidéos qui disent, oui, mais alors toi, tu payes tant de pourcents d'impôts et puis de toute façon, et puis non mais c'est tellement dépendant de ta structure, de ta vie, de tes choix, de ce que tu as fait, de la forme juridique de ta société. Est-ce qu'il y a un groupe? Est-ce qu'il y a une holding? Est-ce que tout est basé en France? Est-ce que tu vois? Comment tu te verses de l'argent? Est-ce que tu payes de l'argent de l'impôt sur le revenu, etc. Tu peux pas dire Lucien avec 500 000 vues sur sa vidéo, il gagne tant. Tu peux pas dire ça. C'est propre à chacun et je suis assez placé pour le savoir. Et même moi, je pourrais pas te dire l'impôt que je paierai l'année prochaine parce que c'est trop compliqué, ça rentre dans trop de détails et c'est par rapport à une structure complète. Et donc voilà, pour revenir à ça, quand je disais, je prenais l'exemple d'un boulanger, t'as des boulangers qui ont une petite boulangerie qui marche bien. Le gars, il est concentré sur quoi? Se lever le matin, faire du bon pain, garder sa clientèle, avoir des gens qui reviennent chez lui. Le jour où il y a Ange qui ouvre ou Maison Beckham, pour ne pas le citer, qui ouvre à côté de lui, que le gars soit pas en stress parce que t'as des artisans boulangers où les gens sont fidèles et ils se disent bah c'est pas une grosse boîte qui va arriver et il y a des gens ils s'en sortent très très bien en ayant de la concurrence. Et donc si tu veux, ces gens-là qui sont concentrés à avoir un bon pain, à fidéliser leur clientèle, à faire tourner leur boîte, payer les caisses de retraite, payer les trucs de formation pour les étudiants alors que tu prends pas de jeunes en stage ou que t'as pas d'apprentis, tu vois. Il y a des trucs que tu payes, tu vois, moi je sais que j'aurais pas le droit à la retraite. Bon, je suis en train de me la faire tout seul, mais t'as compris. Je paye des milliers, des dizaines de milliers d'euros sur l'ensemble de mes sociétés sur payer les retraites des gens, tu vois. Alors c'est normal de payer les retraites des gens. Si bon, ma mère elle en aura pas, ma grand-mère a 400 € par mois, elle a travaillé 65 ans de sa vie. Dans mon cas de figure, c'est pas hyper logique. Mais si tu veux, je suis content de payer la retraite à des gens qui ont payé pour la France, et je trouve ça normal. Mais en fait, à ma place, je suis pas à plaindre. Donc mon exemple n'est pas forcément bon. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de privilégié. Pourquoi je suis privilégié? Parce que j'ai eu la chance au départ que mes vidéos ont fonctionné. J'ai eu la chance de m'intéresser aussi à plein de sujets comme ça qui rentrent dans le détail. Et aujourd'hui j'essaye d'optimiser à 1 million de % tout ce que je fais pour essayer de pérenniser mon avenir, mais peut-être mes enfants. Si demain il m'arrive quelque chose, que ma mère elle soit plus en train de penser aux sous. C'est pour ça que je fais ça. Pourquoi je me sens privilégié? Parce que j'ai entre guillemets réussi à faire quelque chose de pas trop mal ou qui fait qu'aujourd'hui je suis même plus obligé de travailler. C'est pour ça que je me sens privilégié. C'est pas parce que j'ai eu un héritage, c'est pas parce que je suis le fils de Louis XVI, tu vois ce que je veux dire. Quand je me dis que je suis privilégié, tu peux pas dire que je suis pas privilégié aujourd'hui. T'as beau avoir des gens qui vont me défendre en disant mais t'es un entrepreneur, tu bosses, quand il y a de la merde c'est toi qui la manges. C'est vrai aussi, mais d'un autre côté, mine de rien, même si c'est toi qui as bâti ça, même si c'est toi qui as travaillé dur, même si t'es footballeur professionnel et que t'as fait plus d'heures, tu t'es plus entraîné plus dur et que t'as un meilleur niveau que les autres, et bah t'as bossé, mais tu peux pas dire que t'es pas privilégié. On est quand même dans un endroit où il y a le droit de faire ça, un endroit qui permet de faire ça. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des artisans qui s'arrachent la tête, qui se payent pas, ou très peu, ou des agriculteurs. Et quand je vois des trucs qui sont dégueulasses, tu vois, quand on voit qu'on fait venir des poulets qui n'ont pas du tout les mêmes normes de je sais pas quel pays du monde, alors qu'on impose à nos agriculteurs des trucs horribles, franchement, je me dis c'est pas possible, je suis trop con, je comprends pas comment c'est possible que ça fonctionne. Comment ça se fait qu'on peut piétiner nos agriculteurs toute l'année et faire rentrer de la bouffe, des trucs qui n'ont pas de normes, il y a pas de... alors que les Français, on les tue, quoi.
Tu vois, il y a des trucs que je comprends pas. Je me dis, je suis gogol, c'est pas possible. C'est les mecs qui font des manifestations tous les 6 mois, tout le monde s'en tape. Tu vois, c'est ça. Je me dis, mais comment ça se fait qu'un agriculteur, et il paye encore des impôts, tu vois? Comment ça se fait qu'on a les mecs qui font des amplitudes horaires pas possibles, et comment ça se fait que, tu vois, il y a des choses que je comprends pas. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour expliquer à des gens qui ne sont pas forcément dedans. Comme je disais tout à l'heure, le boulanger, il se lève le matin, il fait du bon pain. Quand tu commences ta vie sur YouTube et que ça marche un peu, tu te concentres sur faire des vidéos, tu te concentres sur le montage, tu te concentres à faire en sorte de plaire aux gens, d'écouter leurs commentaires. T'es pas en train de te dire de quel montage juridique et fiscal je vais faire pour pas payer d'impôts. Mais sauf que quand il est submergé d'impôts sociétés, d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les caisses de retraite, d'impôts sur les formations de ceci, des taxes foncières, des redevances pour la musique, de la SACEM qui va lui dire vous avez mis de la radio, c'est pas libre de droit, des redevances sur le vitrage parce que la vitrophanie il l'a mis à l'extérieur alors qu'il fallait la mettre à l'intérieur, des redevances sur les enseignes, sur les places de parking, c'est pour ça que c'est important de comprendre l'imposition et d'essayer de l'optimiser. On parle pas d'évasion fiscale, je vais pas vous dire d'aller créer une société au Panama, d'aller créer un truc au Luxembourg, d'avoir votre voiture plaquée en Andorre. C'est pas ce que je fais. Il y en a qui le font. Je pense que tous ces trucs-là, c'est un peu border, mais bon, si tu te fais attraper, tu vas pas en tôle. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je reste dans le 100% légal. Faut partir du principe que je suis en contrôle fiscal toute l'année et que je me suis jamais fait redresser. Ce que je vais vous proposer, c'est ma stratégie à moi. C'est comment l'optimiser, évidemment, en toute légalité, et comment avoir la vision des choses. Parce que tu peux pas dire, oui, bah tu montes une boîte et tu fais ça. Non. Il faut que ce soit cohérent avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, avec ce que vous avez envie de faire. Donc, j'ai préparé un petit papier, les amis, avec l'aide de mes chers comptables, Philippe et Romuald, on les remercie par avance. C'est les principes de la fiscalité sur des déclarations de revenus et sur des impôts de boîte. Parce que dans tous les cas, tu seras mêlé toujours à deux grandes lignes. C'est les impôts sur le revenu, donc c'est l'argent que tu vas générer toi en tant qu'être humain, en tant que personne physique. C'est la réalité, parce qu'après tu entends tout sur internet, mais il y a la réalité, c'est que tu payes des impôts sur le revenu, et si tu as une société, tu payes des impôts sur la société, soit de l'IS, quand c'est une forme juridique, SAS, SARL, etc., soit des prélèvements, je sais plus comment on appelle ça, si c'est une micro-société, tu as payé 22, 26%, après tu as l'ACRE, tu as l'ARS, tu as plein de choses, mais en tout cas, c'est dans tous les cas une impôt que tu as sur une société et une impôt que tu auras toi en tant que particulier. Si tu es particulier et que tu vas louer une deuxième maison que tu as réussi à acheter, bravo, et ça rentrera dans tes impôts sur le revenu. Donc là, on va revoir plusieurs rubriques, les amis. Les frais professionnels. Donc là, il y a plein de petites choses sur lesquelles vous pouvez optimiser l'impôt, soit en tant que patron, soit en tant que salarié. Deuxième partie importante, le foyer fiscal. Donc ça, c'est comment optimiser par rapport au fait que vous ayez une famille, vous êtes marié. Ensuite, quelles sont les solutions de réduction d'impôts, c'est-à-dire comment tu vas pouvoir aller chercher à droite à gauche un peu de frais ici, un peu de charge là. Ensuite, on va parler des revenus qui sont différents d'un salaire, par exemple comme je disais la bourse, etc., ou de l'immobilier, investissement locatif, on va revenir là-dessus. Et dernière chose, comment préparer sa retraite, ou en tout cas comment éviter une catastrophe. C'est important aussi. Moi, dans mon cas de figure, je vais pas vous mentir, je m'en fiche de la retraite, parce que je me fabrique un beau petit patrimoine, j'achète des maisons tous les mois, et quand je serai plus vieux, c'est-à-dire dans 3 semaines, et normalement j'aurai assez de sous qui tombent tous les mois pour me dire je peux être à la retraite, voilà. Mais normalement quand t'es passionné tout ça, t'es jamais trop à la retraite, tu gères un bout de truc de loin, tu fais un autre, tu sautes une gonzesse sur ton bateau, tu fais de l'avion pour aller élargir ta zone de chalandise évidemment, enfin bon voilà, tu vois, puis après tu vas acheter une baraque, je vais être un vieux connard de mec comme ça, c'est sûr. Là j'ai vendu une maison, là j'en ai acheté 2, voilà, je serais un con comme ça, tu vois, un peu content, un chouille fier, pas trop prétentieux, tu vois, je suis pas comme ça, mais un gars qui est content d'avoir réussi à faire son petit truc tout seul, quoi. Je pense que je serais comme ça. Donc la retraite, non, pour moi, on s'en tape. Mais c'est important parce que t'as des gens, ils disent oui, mais moi je mise sur l'investissement locatif et truc et machin. Mais oui, mais s'il y a de l'argent à récupérer d'une retraite, t'auras fait peut-être une belle carrière quand même. Faudra peut-être quand même s'interroger sur la retraite. Alors que j'avoue, c'est peut-être pas le sujet le plus ambitieux que j'ai à vous proposer, mais c'est quand même important. S'il y a de l'argent à prendre, pourquoi ne pas la prendre? Surtout que vous avez cotisé lourdement toute votre vie pour ça. Les amis, je me pose dans un petit canapé, je reviens sur chaque détail pour vous expliquer ça et en tout cas vous donner mon point de vue de guignol, mon point de vue d'abruti, mon point de vue d'idiot que vous aimez parfois regarder. Mais après, je suis pas un donneur de conseils autour des gens, voilà. Puis moi, c'est mon petit truc à moi. Tu vois, je suis loin d'être le plus fort. Je fais ça parce que vraiment, ça me fait plaisir et que j'ai surtout des très bons retours quand vous me croisez dans la rue. Beaucoup de patrons aussi qui sont peut-être des gens qui auraient moins tendance à me courir après dans la rue et qui me disent
j'apprécie beaucoup la chaîne secondaire. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui aiment bien et ça fait plaisir parce que j'ai vraiment ce sentiment de transmettre un truc, mais de pas transmettre la réalité, la vérité, machin. Je sais très bien que j'aurai jamais cette prétention-là, mais je suis content en tout cas d'essayer de donner une ouverture d'esprit, de donner en tout cas une idée et de dire bah voilà, moi je fais comme ça a fonctionné pour moi. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Et il y a des gens qui vont être d'accord avec moi ou pas. D'ailleurs, il y a plein de youtubeurs, entrepreneurs, etc. qui reprennent ce que je fais, puis souvent qui vont me dire bon là je suis pas trop d'accord avec Lucien, ou là je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens, merci d'ailleurs à vous dans les commentaires, des avocats, des notaires, des banquiers qui répondent en disant ah là t'as fait une petite erreur, par contre c'est vrai sur ce principe-là, truc. Donc c'est cool. Moi je vous donne ce que je fais tous les jours et ce qui me passionne. Maintenant, on se retrouve dans le canapé les amis, avec Tiffany. Et ah bah non merde, ça c'était sur. Enfin en tout cas nous il n'y a pas de caméra à chaque fois. Ou Kylian il fait ça. Chaque fois Kylian il fait OK. Je suis con. Les amis c'est parti, on va expliquer tous ces petits détails. Les potes, me voilà dans mon petit canapé. On est dans une tourelle du château. On s'était dit tiens on va essayer pour voir. Parce que c'est vrai que ça fait... J'ai une planche qui s'est défaite là. Ça fait sympa je trouve d'être dans une petite tour. Et puis ça fait un petit bout de studio pour pas cher. Mais bon, on peut mettre qu'une chaise, c'est des petites tours, mais c'est le principal. On est bien revenu au château les amis, avec ces petits documents qu'on a préparés, pour vous dire voilà, quelle était la vision, notre vision, de ce que moi j'ai l'habitude de faire, et en tout cas de ce qui se fait avec les lois qui, je rappelle, peuvent changer et tout ça. Mais tout ça, ce ne sont que des petits conseils que vous pouvez réadapter à votre situation, réadapter avec vos volontés, vos possibilités, etc. Donc l'optimisation, les amis, fiscale sur les revenus, il y a les frais professionnels. On peut demander d'opter pour les frais réels si ça dépasse 10% du salaire. Donc ça, c'est plein de petits frais que vous pouvez faire réapparaître sur les fiches d'impôt. Dedans, vous avez les frais kilométriques. Ça veut dire que vous allez à votre travail, vous pouvez compter les déplacements que vous faites. On le fait en entreprise, ça peut être intéressant. Quand t'es patron d'une boîte, soit t'achètes une voiture à ton nom, donc qui t'appartient personnellement, et tu vas facturer à la société les frais kilométriques, soit après, il y a aussi l'autre solution d'acheter une caisse en leasing, etc. Pareil, tu vois, c'est des détails, mais les frais kilométriques, t'as 80 km quotidiens, mais tu peux... c'est pas les mêmes barèmes si c'est voiture électrique, c'est pas les mêmes barèmes si c'est des deux roues, ça dépend de la cylindrée, donc c'est hyper détaillé. Donc ça sert à rien d'aller chercher le minimum en disant bah je coche, il faut aller chercher vraiment loin dans le détail parce que ça se trouve pour 3 chevaux près, en plus dans 6 mois tu dois changer ta caisse, bah autant prendre un truc qui va correspondre à ça si pendant des années ça peut te faire gagner de l'argent quoi. Les repas pris à l'extérieur par les nombres de jours travaillés, ça c'est pareil, vous pouvez avoir à peu près 5 €. Donc il faut bien les noter, il faut bien pouvoir les justifier, etc. Mais quand c'est pas possible de manger chez vous, vous pouvez avoir cette réduction d'impôt, c'est plein de détails, mais il y a plein de gens qui sont concernés, à la fin de l'année, ça fait une vraie différence. Le matériel informatique mobilier, alors ça c'est à la fois en perso et en entreprise, c'est quand même des sujets un petit peu différents, mais un ordinateur, un PC, une imprimante, etc. Il y a un pourcentage qui est déductible. Maintenant, il faut vraiment que ce soit ça, si tu as 5 iPhones... et que c'est pas pour le taf, voilà quoi, faut être... Mais tu peux passer dessus sans problème. Ça. C'est comme le gars, par exemple, qui travaille chez lui, qui a une micro-entreprise, il a le droit de passer une partie du loyer de sa maison, ou du remboursement de crédit de sa maison sur les charges. Et même en société d'ailleurs, hein, moi regardez, j'habite une partie du château, ici on est dans la partie perso, donc là on fait de l'évasion fiscale, mais c'est pour le compte de l'État. Cela, je devrais être payé. Mais en fait, ça, on est dans une partie perso du château que je paye en tant que locataire à ma SCI. Et il y a d'autres parties du château, évidemment, les bureaux, tout ça, où c'est ma société qui paye. Donc c'est un avantage parce que c'est à la fois la société, à la fois moi, qui paye le crédit en fait à la banque. Donc c'est vachement intéressant. Et ma mère, pareil, elle a un étage où elle vit à titre perso, c'est payé à titre personnel. Donc peu importe le cadre, ça peut être intéressant à la fin de l'année de récupérer un pourcentage de ceci, un pourcentage de cela. Bah, tout ça, c'est des choses qui, à la fin de l'année, ça fait une vraie différence sur les impôts. Le foyer fiscal, les parts fiscales et situations familiales. Bon bah ça évidemment classique, le nombre d'enfants, on sait très bien qu'il y en a, ils ont 12 gosses pour payer moins d'impôts ou pour gagner carrément, avoir des subventions. Mais il y a plein de choses en termes de pension alimentaire, les rattachements des enfants à foyer fiscal en fonction de l'âge qu'ils ont. La déduction possible des pensions alimentaires, il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre dedans. Mais c'est des vraies sommes d'argent, donc ça compte vraiment. Crédit et réduction d'impôts, ça c'est intéressant parce que quand vous avez une maison par exemple que vous allez louer, et bah vous pouvez faire du déficit foncier. C'est-à-dire tout est compris dedans. C'est-à-dire votre salaire, l'argent que vous allez générer avec ce locatif là, à la fin de l'année, admettons, il vous rapporte 1 000 € par mois, donc ça vous fait 12 000 € à l'année. Et bah l'idée ça va être de toujours faire par étapes, donc de programmer soit des travaux, soit de la rénovation, des travaux sur ce bien là qui est en location, où vous allez louer. S'il y a 12 000 € de travaux, bah du coup, tous les revenus générés, ils sont à hauteur de 12 000 €. Donc si en face vous avez 12 000 € de dépenses, vous êtes à zéro. Donc vous serez pas imposé là-dessus. Et il y a carrément des gens qui vont créer du déficit foncier pour avaler l'imposition sur le revenu.
C'est-à-dire si tu as 5 000 euros de salaire, et bah, tu vas faire, j'en sais rien moi, 30-40 000 euros, l'équivalent de travaux sur une maison, bah, ça va venir même absorber un peu l'impôt de tes revenus mensuels. Donc ça c'est vachement intéressant. En tout cas ceux que ça intéresse, qui ont un revenu on va dire pas au SMIC, mais pas non plus un revenu à 8 000 par mois. Si tu gagnes en dessous, tu t'en fous. Parce que dans tous les cas, soit t'es optimisé déjà au millimètre, parce que quand tu gagnes, je veux dire, je sais pas moi, genre 1800 balles, en général, tu fais déjà attention à tout. Mais quand tu touches, on va dire 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, je parle pour moi dans ma campagne, les amis, il y a des gens qui vont dire que c'est beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui vont dire que c'est moins d'argent. Si vous êtes à Paris ou chez nous, dans le trou du cul de la campagne, 2500 euros ici, c'est 10 000 à Paris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le même pouvoir d'achat. Alors que dans ces tranches de revenus, je pense que c'est là que les gens commencent à se poser des questions sur potentiellement un achat d'une future maison, de se dire tiens bah je vais investir dans la pierre, faire du locatif. Et bah renseignez-vous sur le déficit foncier, c'est hyper important parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans les tranches. C'est 36 qui viennent la première c'est 15, 30 et 45 à peu près. Non. Bah en gros sur les tranches d'imposition sur le revenu, vous avez donc 15, 30, 45% d'impôt sur le revenu et il y a des gens, par exemple ils sont à, je sais pas, à 2500 euros net et s'ils passent à 2700 euros net, ils rentrent dans une tranche où ils sont beaucoup plus imposés et puis bah l'excédent par exemple, c'est bien d'évoluer dans ton salaire mais par exemple il y a toute une partie de ton salaire qui peut basculer à 30% ou à 45%, donc finalement bah si cette partie là c'est 200 euros c'est pas très grave, mais si c'est 1000 euros, bah ça veut dire que tu perçois que la moitié quand même. Donc à la fin de l'année, c'est énorme ce que tu vas redonner. Donc là, je pense que pas mal de gens qui sont dans ces situations-là se posent des questions sur comment optimiser. Voilà, l'avantage, quand tout est bien réglé dans ce que tu fais, c'est que tu vas à la fois faire de l'immobilier, donc c'est-à-dire investir dans la pierre, entre guillemets, avoir un locataire une fois que tu as fini tes travaux et tout ça, donc il y a quand même des périodes un petit peu de latence. Quand tu as un locataire, c'est entre guillemets lui qui va rembourser ton crédit à la banque. Et toi, ton idée, ça va être de toujours maintenir pour de la rénovation énergétique, ça peut être ça quand c'est une vieille maison, tu changes la chaudière, tu t'essayes de remonter d'indice énergétique ta maison, de l'isoler par l'extérieur, j'en sais rien, de refaire une salle de bain, etc. Tous ces travaux-là, tu vas pouvoir les déduire de tes impôts sur le revenu. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est vachement intéressant, parce qu'ils partent sur une maison qui est pas trop mal, mais pas incroyable, et s'ils ont des gros revenus, tous les ans ils vont envoyer 10-15 000 euros de frais dans la maison, au lieu de faire tout de suite 60 000 euros de travaux, et en fait ça va te créer des déficits fonciers tous les mois, enfin tous les ans pardon, et c'est ça qui fait que t'as des gens, ils ont 5 maisons, ils payent pas d'impôts quoi. Mais c'est voilà, c'est très intéressant. Moi je suis un peu contre, parce que j'ai plein de sociétés à côté, donc je suis pas trop dans le délire IR, c'est-à-dire impôt sur le revenu. Moi tout ce que j'ai fait et optimisé, c'est sur des SCI, sur un montage fiscal, parce que j'ai la chance de générer pas mal d'argent, et donc ça, dans ce système-là, c'est plus simple pour moi, et plus optimisé d'être à l'IS, à l'impôt société. Mais c'est aussi des portes de sortie différentes. Si t'achètes un château et qu'au bout de 30 ans il est amorti, c'est-à-dire qu'il a été amorti vu qu'il est en SCI à l'IS. Et une fois que cet amortissement est fini, ton château il a une valeur entre guillemets comptable à 0. Donc si tu le revends 2 millions, dans 20 ans, je paierai 25% d'IS sur 2 millions et non pas la plus-value. Donc il faut bien réfléchir à tout ça. Parce que du coup tu payes de la plus-value sur un truc où t'as pas fait de plus-value. Parce que si tu l'as acheté 2 millions il y a 20 ans et que tu le revends 2 millions 20 ans après, tu paieras quand même 25% d'IS. C'est pour ça qu'il faut bien calculer. Est-ce qu'on achète à titre personnel? Est-ce qu'on achète à l'IR? Est-ce qu'on peut même faire une SCI à l'IR? Ou est-ce qu'on fait une SCI à l'IS? Après, si au-dessus il y a une société qui génère des bénéfices, c'est plein de choses. C'est pour ça, le premier conseil, allez voir un comptable, même pour vos revenus personnels, allez voir un cabinet d'experts comptables pour toujours vous dire, parce que vous pouvez passer de quelqu'un qui gagne 2000 euros net par mois à quelqu'un qui au bout de 10 ans il a 4 baraques, il a des projets, il a plein de choses, il a de l'argent de côté, etc. à quelqu'un qui, sans optimiser, bouffe tout dans des détails, dans des conneries. De toute façon, on vous remettra une image à la fin de la vidéo, les amis, avec le récapitulatif de tout ça. Il y a plein de choses. Après, il y a des lois qui arrivent, il y a des lois qui sortent, mais il y avait ma prime rénov', c'est des travaux dans la résidence principale. T'as un crédit d'impôt pour la transition énergétique. Moi, à l'époque, j'avais fait isoler tout un bâtiment pour 1 euro. Alors, je crois que c'est plus possible, parce qu'il y en a qui ont abusé. Mais moi, j'avais isolé 450 mètres carrés quand même, avec 1 euro. Donc, c'était vraiment pas mal. Service à la personne. Il y a un crédit d'impôt jusqu'à 50%. Moi, je sais ce que c'est parce que pendant longtemps, on a fait des trucs comme ça avec ma mère pour ma grand-mère, pour qu'on puisse avoir quelqu'un qui vient, une infirmière, machin, tout ça. Donc, ménage, bricolage, soutien scolaire, pour des handicaps ou des gens qui sont vieux. Tout ça, il y a plein de choses comme ça intéressantes. Frais de garde d'enfants. Bon, ça, les gens qui ont des enfants, normalement, ils font les calculs, mais t'as quand même 50% de réduction dans une limite. Les frais de scolarité, bon, ça, on connaît. Il y a les dons aux associations. Quand tu fais un truc qui est cool, si en plus de ça, ça peut te permettre de
réduire des impôts, voilà. Moi, je le fais souvent. Alors, je ne fais pas de dons à des associations pour réduire de l'impôt, parce que autant rien faire si tu penses qu'à l'argent. Autant rien faire, parce que si tu fais rien, t'as quand même pas une partie qui part. Mais l'avantage, en fait, moi je le vois comment ? Quand j'ai envie de faire un don à une association, bah je me dis simplement qu'au lieu de donner 10 000, bah je vais pouvoir pratiquement donner 20, tu vois. Alors après attention, parce qu'il y a des fois des gens qui magouillent, il y a des fois des associations qui sont pas à but non lucratif, etc. Mais ça va de 66 à 75%, donc c'est génial. Et donc au lieu de te dire bah je vais donner 10 €, bah t'en as donné presque le double. Enfin, moi j'ai fait un don il y a pas longtemps de 20 000 €, réduction d'impôt revenu, mais je l'ai pas fait pour ça, tu vois. En donnant 20 000 €, ça m'a coûté 8. Alors c'est ouf quoi. Donc tu te dis j'ai donné 20 000 balles, je savais pas trop combien j'ai. Parce que moi je pars du principe que quand tu fais un don, il y a toujours un truc qui foire. Une loi pourrie, un machin qui te dit oui mais non alors là vu que la petite ligne elle est comme ça et que c'est en France et que machin et que truc bah du coup ça compte pas. Faut faire un don parce que t'as envie de faire un don et le montant faut le faire parce que t'as envie de faire quelque chose de bien sans te dire je vais récupérer des impôts. Donc voilà, donc faites des dons les amis pour les causes qui vous intéressent en tout cas. Crédit d'impôt pour installation d'une borne de recharge, ça c'est pareil. Tu peux aller jusqu'à 75% de la prise en charge. Il y a aussi des choses par exemple pour les épargnes retraite, nous on le fait en entreprise, il y a les PEE, les PER, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire quand t'es salarié. C'est vachement intéressant parce que moi j'ai des gars ici qu'on depuis des années, dès qu'on propose ça, là c'est des systèmes avec l'entreprise en fait où t'as un abondement de la boîte. C'est-à-dire t'as un salarié, il va mettre 1 000 € de sa poche. Toi le patron tu remets 1 000 €, mais t'as pas de charge. Donc c'est-à-dire tu payes pas de charge patronale. Alors que d'habitude si tu mets 1000 balles, ça te coûte 1008 quoi, j'en sais rien, je sais plus combien. Et en plus de ça, bah t'as un taux, je sais plus, je crois c'est 7%, je sais plus si tu l'as fait toi Kylian, non Moi je suis à 24 là en ce moment, mais j'ai pris les trucs les plus risqués. Ah oui t'as pris les trucs les plus risqués. Mais je crois que sans risque c'est 7 je crois. Ouais. Et donc 24 c'est beau. Hein. Ouais. Mais tous les autres qui ont pris pareil, ils sont pas à 24 alors je sais pas pourquoi. Ouais, t'es privilégié. T'as pas le droit de le sortir avant 5 ans je crois, sauf mariage, déménagement, etc. C'est vachement intéressant parce que ça fait des petits sous qui dorment à droite à gauche et qui font des petits quoi. Et les investissements locatifs, il y a plein de lois, attention, ça je suis pour et à la fois je suis contre. Faut correspondre au schéma, mais par exemple le dispositif Pinel, dispositif Cellier, de Normandie. Donc en fait, tu vois, t'as des biens acquis. Par exemple, la loi Pinel c'était 2014-2024. Là t'en as, ça va jusqu'à 2027 et ça permet des réductions d'impôts importantes. Mais il y a des contraintes. Ça veut dire que il y a des fois tu vas devoir louer, faire des logements soit sociaux, soit tu vas devoir, soit t'as pas le droit de louer. Je sais que des fois tu peux avoir des crédits avec des taux à 0, des trucs comme ça, mais tu peux pas louer pendant les 5 premières années, il faut que ce soit ta résidence principale. Il y a plein de conditions, il y a plein de contraintes, mais il y a plein de choses quand même vachement intéressantes. Et pour finir, le grand classique les amis, alors là, quelle horreur, je vois ça là. Flat tax, en gros bah tu peux prendre aussi, il y a des gens des fois qui s'intègrent à des sociétés ou qui vont faire de la presta ou qui vont avoir une entreprise ou qui vont même être intégrés au capital d'une holding pour pouvoir percevoir des dividendes, ça te permet d'être moins imposé, tu vois, de 60 et quelques %. Tu vas descendre à simplement la flat tax à 30, qui en 2026 passait à 31,4. On a repris 1,4% à la gueule, mais ça va si ça parle de 200 €, mais quand tu te fais des vrais dividendes, ça pique les 1,4%. Mais bon, c'est honteux de se plaindre de ça. En tout cas, il y a des fois des choses intéressantes quand tu as du salaire, de peut-être pour les revenus assez élevés, de minimiser un peu le salaire et de se dire bah tiens, je vais être au capital de telle boîte ou des choses comme ça. Tu vois, c'est des choses qu'on envisage de faire avec certaines personnes dans ma boîte, d'avoir des gens qui remontent à la holding et de diminuer leur salaire mensuel et par contre à la fin de l'année ils prennent 50 000 ou un truc comme ça. Ça c'est des choses intéressantes qui sont à faire. C'est des choses qui sont pas courantes, mais bah, finalement quand tu réfléchis bien, c'est stylé parce que il y a plein de gens qui se disent bon bah on arrête d'être salarié, on va faire une micro-entreprise et tu vas me faire ta presta, mais ça s'appelle du salariat déguisé, c'est interdit. C'est de l'évasion fiscale ou de l'abus de biens sociaux, je sais pas comment on dit, mais en tout cas je pense que c'est de l'évasion fiscale parce que c'est considéré comme des charges sur les salaires qui sont pas payés quoi. Mais par contre quand t'as quelqu'un qui commence à travailler pour plein de gens, bah là c'est plus le problème. Mais il faut bien faire attention de pas jouer avec les limites et il faut bien faire attention aussi de chaque petite loi, chaque petit détail, parce qu'il y a des gens qui ont des forts revenus qui peuvent en fait vraiment rentrer au capital d'une boîte ou monter une holding et puis dire bah tiens on va remonter des dividendes sur ce truc là. Enfin je veux dire des fois c'est simplement une manipulation comptable qui fait que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable de se verser de l'argent à la fin de l'année. Ce que je fais moi d'ailleurs, moi c'est simple parce que c'est mon entreprise, enfin c'est ma holding. Moi je suis payé par cette boîte là en dividendes à la fin de l'année et puis après j'ai un petit salaire mensuel pour les histoires de mutuelles etc. Je pourrais ne pas prendre de salaire du tout, mais pour des raisons d'assurance, de mutuelle, de machin, de trucs,
c'est très compliqué, donc j'ai quand même 2000 € par mois pour simplement m'assurer une bonne retraite, comme on dit. Non, je rigole. Mais en tout cas, je pense que la leçon à retenir de cette vidéo, les amis, et je vais vous retourner une vidéo que je vais tourner bientôt là, où je vais vous parler des grands classiques, de ce que j'ai compris dans ma petite entreprise, dans une façon de faire quand on entreprend. Ça, c'est hyper important de se dire, bah, il y a des grandes lignes, en fait, où peu importe ce que tu fais, ces trucs-là, ils sont souvent négligés dans une société. Comment faire pour partir dans la bonne direction, ou en tout cas ne pas négliger ces détails-là. Et donc je veux faire cette vidéo plutôt axée entreprise, où il y a des choses évidentes. En fait, on entend tout sur internet, on entend tout à droite à gauche, mais il y a un moment donné la réalité qu'on prend en pleine face quand on fait quelque chose. Quand tu fais de la bourse, quand tu entreprends, quand tu montes une boîte, quand tu te lances dans un sport, quand tu te lances dans un truc, tu prends des trucs en pleine tête que tu savais pas. Voilà, faut pas donner une mauvaise image, c'est cool, hein. Les gens donnent pas la mauvaise image d'entreprendre, je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais en général, tu manges un peu ton caca quand même quand tu lances des projets, et bah ça faut pas trop le dire, parce que ça démotive les gens. Et il y a vraiment plein de sujets, il y a plein de trucs qui n'auront jamais vu le jour. Si on avait su avant que c'était une aventure pourrave pendant des mois, même si c'est beau après. Il y a plein de gens, ils ont mangé leur caca pendant des mois, des années, pour qu'un jour ça devienne des boîtes super, tu vois. Mais il y a des moments très chiants. En tout cas, je vais vous faire une petite vidéo détaillée là-dessus. Et pour les impôts personnels, pour les impôts sur le revenu, pour l'optimisation de vos impôts, les amis, la meilleure chose à faire, c'est de vous renseigner. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait dans chaque domaine. Dès que je vais dans un domaine que je ne connais pas, je me renseigne. J'écoute l'avis des gens, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, je lis des trucs, je parle aux gens, je demande aux gens. Et il faut y aller à fond. Moi, je suis pas rentré dans la bourse en me disant machin, pourtant j'ai des super résultats. Et je regarde tous les jours et ça me prend pas beaucoup de temps. Et enfin, je sais pas comment expliquer, c'est plus facile de faire de la bourse que de passer le permis avion, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, le permis avion, il me fera gagner beaucoup moins d'argent dans ma vie que ça, certainement. Et pourtant, bah, ce temps-là où il faut se former, où il faut écouter, où il faut regarder des vidéos, faut passer du temps à faire ça plutôt que d'aller faire la fête, plutôt que machin. Mais par contre, après, c'est toute ta vie que tu vas être dans ce confort. Toute ta vie que tu seras de plus avoir cette incertitude, de plus avoir ce problème de te dire est-ce que je peux avoir des factures qui tombent, de ce stress, parce que malheureusement on est dans un monde matérialiste où tout est lié entre guillemets à l'argent. Donc soit tu te détaches de ça et tu vis dans la forêt et puis tu fabriques une maison avec de la terre et des panneaux solaires et tu te fais des serres et tu fais des trucs comme ça, et t'as raison. Mais vu qu'on est des merdes, bah on n'a pas les couilles de faire ça, donc on continue dans ce monde-là qui est un peu matérialiste. Donc, à toi de faire en sorte que ce soit plus une contrainte, l'argent, que ce soit plus un problème pour toi, pour le quotidien, pour la suite, etc. Oui, c'est chiant de parler de tout ça, mais ça change tout si vraiment tu te mets dans le but d'évoluer dans une entreprise, d'avoir un passé cadre, passé responsable, un jour racheter la boîte, machin, j'en sais rien. Ou alors en tout cas avoir une belle carrière dans une société, gagner de l'argent toute sa vie. Je connais plein de gens qui ont pas du tout envie d'être patrons et qui ont des super salaires et qui ont des baraques, qui ont des bateaux, qui ont des maisons, des Ferrari et tout ça, alors que les mecs ils ont été entre guillemets salariés toute leur vie. Mais les mecs c'est juste des gars qui ont évolué dans une boîte et qui ont fait des trucs de dingue en optimisant tout au millimètre. Donc c'est hyper important. Vous regardez des vidéos sur comment optimiser les revenus en tant que salarié. Regardez comment optimiser son épargne, comment ne pas subir l'inflation, comment optimiser l'imposition, les coûts mensuels sur un logement. Des fois tu vas changer un chauffe-eau, tu vas mettre un thermodynamique, mais au bout de 10 ans tu peux t'acheter une moto avec cette différence pour un chauffe-eau. Tu vois, j'en sais rien. Tu peux des fois changer un truc, tu vois, au lieu de remplacer ton système de chauffage ou tiens, tu dis tiens, je me fais un petit crédit, je récupère une prime de rénovation ou d'amélioration énergétique et puis je passe sur un système qui va te coûter beaucoup moins cher par an. Voilà, enfin, il y a plein de petits détails comme ça dans la vie qui fait que tu peux optimiser plein de choses pour t'en sortir, puis faire plein de choses qui te font kiffer à côté, puis kiffer la vie, quoi. Voilà. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'oubliez pas de vous rapprocher du comptable le plus proche pour vous aider à optimiser tout ça. N'oubliez pas de vous abonner non plus, les amis. Comme je disais tout à l'heure, on est 600 000. Je vous fais des gros bisous et je vous dis salutations distinguées.